Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous qui êtes connectés maintenant, bienvenue dans votre cours de méthodologie, programme en DBA de l'ISMAC. Aujourd'hui, c'est notre 10e partie de l'année. Il y a deux parties dans le cours. Il y a une première partie qui vous permet d'explorer, de comprendre comment ce cours se déroule et puis qu'est-ce qu'on attend de vous, comment vous pouvez utiliser ce cours dans le cadre de la rédaction de votre mémoire de fin d'études, de votre doctorat de fin d'études. Ouais. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on met ce cours au niveau de l'ISMAC. Bon, c'est un cours qui commence que je commence à donner depuis 2017. 2017, ça fait déjà 8 ans depuis que je donne ce cours-là. Alors, pour l'instant, on a eu seulement deux docteurs terminés qui ont validé. Il y en a d'autres qui étaient arrivés au bout de leur thèse, qui ont euh, travaillé sur les thèses. Mais quand j'ai demandé de revoir certaines notions, et bon, ils ont laissé tomber. Bon, voilà. C'est ce que je peux dire pour les personnes qui arrivent pour la première fois. Je crois que vous êtes environ 5 nouveaux étudiants qui commencent avec nous, qui commencent en printemps. Et seulement, je vous ai dit, c'est un travail qui demande d'être toujours concentré, de rester, de ne rien lâcher pour aller jusqu'au bout, pour terminer votre travail. Avant de commencer ce cours-là, de la deuxième partie, je m'adresse principalement aux nouveaux venus. Alors, pour les nouveaux, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de faire, regardez avec moi, il y a un document que je mets à votre disponibilité et qui c'est un document qui vous permet déjà de jeter les bases de votre rédaction, de votre thèse, de votre thèse doctorale. Comme quand vous êtes débutant, vous ne savez pas comment faire, comment commencer, et parfois vous avez le réflexe de mémoire de fin d'études. Ce n'est pas un mémoire de fin d'études ou bien de rapport de stage. Ce n'est pas un rapport de stage qu'on vous demande. C'est une thèse DBA. DBA, c'est bien précisé, DBA. C'est une thèse, ce n'est pas une thèse académique, c'est une thèse DBA. Là-dessus, j'insiste pour le côté professionnel, c'est ça qu'on attend. C'est comme tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y a des étudiants qui arrivent, qui ont commencé leur thèse DBA, qui arrivent au bout et ils n'arrivent pas à présenter leurs travaux parce que ils ont toujours ce réflexe académique. Ce réflexe académique avec une revue de littérature très chargée, très fournie et avec une étude des terrains. Et derrière, il n'y a pas une exploitation. Il n'y a pas une exploitation, il n'y a pas un plan d'action pour montrer comment on peut appliquer les résultats de l'étude. Ce n'est pas le résultat de la thèse, c'est le résultat de l'étude dans le cadre professionnel, surtout dans ce monde-là qui est en perpétuelle évolution. Alors, ça, c'est important. Et déjà, il faut jeter les bases et que vous devez jeter pour votre thèse. On commence déjà avec un document qui vous permet déjà de vous projeter dans la recherche. Ce document, c'est bon, environ 2 à 3 pages, on peut aller jusqu'à 5 si on veut, mais il y a déjà sur la page de garde, je vous rappelle que c'est un document de l'ISMAC, travailler pour l'ISMAC. Il y a votre thème de recherche et votre sujet. Même si vous n'avez pas encore un sujet, l'idée qui vous passe à la tête, vous le posez en tant que sujet. Même pareil pour les thèmes. Après, vous dites vous-même, vous avez été votre nom, etc., etc. En quelque sorte, vous voyez cette page-là, c'est une page de garde, pareil qu'on utilise déjà pour mettre sur la page de couverture de votre thèse. Bon, quand on voit des étudiants qui me disent qu'ils sont terminés, qui m'envoient un document sans page de couverture, ou bien une page de couverture qui ne respecte aucune norme, là, je me suis dit, là, il y a un problème, il faut revoir. Voilà. Alors, on commence toujours une page, la page suivante. Vous reprenez toujours le thème et le sujet, même sujet, et problématique qui n'est toute qu'une question. Sinon,
pour formuler une question. Bon, parfois, j'entends les étudiants disent problématique, c'est un problème, mais bon, le problème, c'est le contexte. C'est la mise en contexte. C'est ça, le problème. Le problème, hein, ce sont les caractéristiques de votre sujet. Ouais, mais par contre, la problématique, hein, vous exposez la problématique, vous présentez la problématique. Alors, c'est ça qu'on attend et vous faites ce travail et vous présentez une question d'ordre général. L'essentiel, c'est de commencer. Si vous prenez votre temps, vous passez votre temps à vous lamenter en disant que c'est trop dur, je ne peux pas, je ne sais pas. Mais non, il faut commencer à quelque chose, avec quelque chose. Quand vous commencez, vous pouvez discuter, vous avez déjà un sujet de discussion. Vous pouvez discuter avec les gens que vous rencontrez et ces gens-là peuvent vous éclairer, vous aiguiller et vous aider à aller plus loin. Voilà. Alors, bon, j'agrandis pour vous pour que vous puissiez voir. Alors, il y a le sujet, le thème avant tout, et après le thème, vous ajoutez le titre de votre sujet, et puis une problématique, une question, et n'oubliez pas que cette question est appelée à évoluer. Cette question n'est pas figée, cette question n'est pas soudée dans le béton ou n'est pas écrit au niveau des marbres, mais par contre, c'est un sujet, c'est une question qui est appelée à évoluer. C'est ça qu'on vous demande. Et puis, il y a quelques mots-clés, parce que c'est important. On ne peut pas avoir un sujet sans mots-clés, parce que ce sont les mots-clés qui guident votre travail. Ce sont les mots-clés quand vous allez terminer, si on va diffuser votre thèse, c'est à partir des mots-clés qu'on va vous repérer, à partir des mots-clés qu'on va repérer votre sujet. Voilà, votre sujet, votre thèse, et à partir des mots-clés. Et aussi, les mots-clés vous permettent déjà de mieux rechercher des informations sur votre thèse, pour votre thèse. Les mots-clés, parfois, ce sont les mots qu'on trouve le plus souvent dans les hypothèses, dans les chapitres, dans les titres des chapitres qu'on rencontre les mots-clés. Ici, on a les caractéristiques du sujet. Caractéristiques du sujet, c'est ça. De quoi on parle dans ce sujet-là? De quoi on parle? Qu'est-ce qui est de particulier de ce sujet par comparaison aux autres sujets connexes? Ça aussi, c'est important, il faut le faire. Ça, quel que soit, vous êtes en première année, dixième année, troisième année, vous n'avez pas encore votre thèse finie, il faut faire ce travail. Ce premier travail, c'est important et toujours ça a appelé à évoluer. C'est un petit résumé. Par exemple, si vous allez passer un entretien d'embauche et vous dites que vous travaillez, vous faites une thèse, enfin, on vous demande de nous présenter un résumé. Vous envoyez ce premier travail, ça vous aide beaucoup. D'accord? Et puis, on commence déjà dans l'introduction du sujet. Dans l'introduction du sujet, c'est là que vous commencez à donner une explication et les objectifs de votre travail. Là-dedans, vous parlez du contexte, hein, l'analyse du secteur, des secteurs qui soient concernés par votre sujet. Et aussi, vous faites un peu d'histoire. Et d'histoire, c'est important. C'est comme ça que vous commencez à jeter les bases. Bon, je préfère de vous rappeler, c'est comme ça qu'il faut faire parce que des fois, les étudiants passent à côté. C'est important. Il faut tenir compte de ce premier travail. Vous faites ça au fur et à mesure. Ben, vous êtes débutant en première année. C'est important que je vous rappelle ces notions-là. Après, la problématique, question de recherche. Et parfois, on dit problématique, d'autres personnes parlent de question de recherche. Alors, pour mieux présenter votre problématique ou question de recherche, vous vous questionnez en vous posant cette question, qu'est-ce que je veux démontrer et pourquoi? Qu'est-ce que je veux démontrer? Qu'est-ce que je veux démontrer? Qu'est-ce que je veux démontrer? Et vous posez la question. Après, la deuxième question, et pourquoi? Voilà. Et c'est comme ça vous permet de cerner votre travail déjà et ça vous permet encore d'aller plus loin, d'insister, de présenter un travail qui a du sens. Puis on a des sous-questions, bon, ce sont des éventuelles hypothèses de recherche. Dans certains cas, les sous-questions, ce sont des questions en support à la problématique dont vous avez formulé. Ce sont des questions en support. Ce sont ces questions-là qui permettent de donner une compréhension supplémentaire à la première question, qui est la question générale, qui n'est autre que la problématique. Voilà, ça c'est important, toujours d'avoir des sous-questions.
Et les sous-questions sont le plus souvent les guides des chapitres, hein, des chapitres de la revue de littérature. Les sous-questions, le plus souvent des chapitres, des guides pour les chapitres de la revue de littérature. Alors, en quelque sorte, les sous-questions, ce sont les résultats attendus. Ce sont des prévisionnels que vous faites en termes de résultats attendus à la fin de votre thèse doctorale. C'est pour cela que vous formulez tout souvent ces sous-questions-là. C'est important, c'est même conseillé de faire ces sous-questions. Et puis là, vous exprimez vos motivations. C'est important, vous savez comment motiver. Par exemple, quand vous cherchez un travail, vous avez une lettre de motivation. Vous faites une lettre de motivation, c'est la même chose que vous faites là. Vous présentez votre motivation pour réaliser ce travail. Alors, c'est pareil, bon, je m'adresse aux étudiants étrangers parfois qui veulent renouveler leur titre de séjour. On vous demande, hein, si vous êtes en thèse, hein, présentez un résumé. Présentez un résumé dans le résumé pour montrer que vous vous faites de la recherche et vos motivations dans le cadre de ce travail. Ça aussi, ça vous aide. Vous faites une copie, ou bien vous copiez, vous mettez en annexe votre dossier et puis ça permet aux personnes qui vont analyser votre dossier de voir ce que vous faites, vraiment de comprendre ce que vous faites, même si vos professeurs ou votre école va vous donner une attestation d'inscription ou bien une attestation d'état d'avancement. Mais ce premier travail, ça vous aide énormément. Voilà. Alors, ça, c'est une première chose. Deuxième chose aussi, les intérêts de votre sujet. Les intérêts, quand on parle d'intérêts, il y en a plusieurs. Il y a intérêt personnel, intérêt professionnel, intérêt académique et intérêt sociétal. Sociétal, ça, c'est important d'avoir intérêt sociétal parce que nous vivons dans une société qui est en perpétuelle évolution. Et puis, sur ce que vous faites, quel impact ça va produire sur la société? Comment la société va utiliser les résultats de votre thèse pour pouvoir évoluer, pour pouvoir appliquer dans le quotidien des personnes qui concernent, hein, le secteur d'activité où l'on va appliquer les résultats de votre travail. Alors, on dit intérêt personnel sur le plan personnel, qu'est-ce que ce travail-là vous rapporte? Et parfois, les étudiants disent sur le plan personnel, bon, voilà, ça me donne la capacité d'être un bon gestionnaire ou bien de mener de la recherche et puis, bon, c'est un accomplissement. Bon, ça, donc c'est à vous de voir. Et puis, intérêt professionnel et qu'est-ce que votre travail, comment votre travail contribue à améliorer la manière de travailler des professionnels qui sont touchés par votre thèse. Des professionnels du secteur d'activité touchés par votre thèse. Ça aussi, bon, je prends l'exemple d'une étudiante qui travaille sur la restauration, comment les réseaux sociaux, on utilise les réseaux sociaux dans la restauration, comment ça facilite la vente des produits et comment les professionnels de la restauration peuvent utiliser les résultats de ce travail-là. Quelle contribution, quelle amélioration ce travail amène pour les professionnels de la restauration dans ce cas-là. Bon, quand on dit travail, quelle amélioration, là, vous n'allez pas faire un travail purement théorique, c'est un travail pratique. Essayez de vous mettre en tant que responsable ou bien en tant que restaurateur, comment vous allez appliquer les résultats de ce travail avec un plan d'action derrière et puis un certain nombre d'actions et les outils qu'on va mobiliser pour appliquer dans le cadre de ce plan d'action. Et ces outils-là, soit gratuits, soit payants, et comment ça va augmenter le chiffre d'affaires des restaurateurs. Comment ça va contribuer à augmenter le chiffre d'affaires des restaurateurs. Bon, si vous êtes dans la communication, comment ça va contribuer à donner de la visibilité et derrière les retours sur investissement. C'est ça qu'on attend. Voilà, c'est l'intérêt professionnel et puis l'intérêt académique et quelle contribution ce travail euh, permet d'apporter dans le monde académique. Quelles sont les lacunes, hein, les lacunes en termes de revue de littérature, en termes de concepts, hein, et quelles lacunes ce travail académique. Ce travail permet de combler sur le plan académique. Voilà, ça c'est important. Et puis, pour le sociétal, hein, comment ça contribue à faire évoluer la société. Là encore, on continue toujours en approche. On dit comment je vais m'y prendre, comment je vais m'y prendre et quelle va être ma méthode de travail. Alors, ça vous
donne déjà une idée comment vous allez mener votre travail. Mais si vous êtes déjà en deuxième, troisième année, là, essayez de pocher encore, vous ajoutez déjà les méthodes, votre méthode de travail, et aussi votre méthodologie terrain. Aussi, ça, c'est important. Et comment vous allez procéder pour traiter les données dans la partie empirique. Ça, c'est important. Et puis, vous commencez avec les premiers chapitres, tous les chapitres de la revue de littérature. Vous commencez à les présenter suivant le format d'entonnoir. Le format d'entonnoir, vous commencez du général au particulier, ce qu'on appelle format triangle inversé. Format triangle inversé ou bien pyramide inversée. Du général au particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Par exemple, si on dit l'application, utilisation des applications sociales dans la restauration, et là encore, hein, commence déjà par parler de la restauration, c'est de manière générale. Les applications sont des technologies, on parle de la technologie, au sens large, ça c'est toujours général, et puis on parle de technologie et restauration, on commence à raccourcir, et puis on termine avec les applications qu'on utilise en restauration. Là, c'est vraiment format triangle inversé ou pyramide inversée, ou encore le format entonnoir. Ça, il ne faut jamais oublier. Ça, c'est comme ça qu'il faut formuler. Comme ça, vous faites votre plan. Faites votre plan déjà. Bon, et puis, nous faut un minimum de références bibliographiques hein, avec 10 minimum pour les personnes en première année. Deuxième année, on vous demande 20 et les personnes en troisième année, on vous demande 30. On vous demande 30 les troisième année. Avec un équilibre entre les articles académiques et ouvrages hein, et aussi des liens Internet. C'est vraiment des types d'études. Il y a aussi des sites qui vous donnent des informations importantes comme BFM Business, comme Zerfi. Hein. Bon, BFM Business, parfois, il faut prendre un peu avec des pincettes. Parfois, quand ils donnent des chiffres, hein, voilà, ce sont des chiffres qui sont émanés le plus souvent, qui sont dirigés. Hein. Ce sont des chiffres dirigés et il ne faut pas prendre tout à la légère. Il ne faut pas prendre tout ce qu'ils donnent. Essayez de comparer. Par contre, les études du ZERFI, ce sont des études sérieuses qui se basent sur le marché et puis les entreprises ne vont pas acheter des données qui sont fallacieuses, des données qui vont les faire perdre de l'argent. Voilà, ça, il faut tenir compte de ça. Et puis après, il y a des études de l'INSEE, des études de l'INED, hein, et puis des cabinets spécialisés qui produisent des données. Et ces données, c'est du sérieux. Ça, il ne faut pas prendre, hein, il faut pas prendre ces données comme ça pour dire oui, c'est pareil, mais c'est différent du BFM Business. Mais BFM Business, quand même, bon, ça permet d'avoir une idée sur le sujet. Ça, c'est important. Vous ajoutez ces références. Bon, en gros, les premières années, n'hésitez pas à m'envoyer un message, c'est facile, hein, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez directement par l'intermédiaire de la plateforme Teams. Hein, Teams, là, vous cherchez, vous avez accès à Teams des Smart, vous cherchez DBA, et bon, voilà. Comme ça, vous pouvez m'envoyer un message, vous cherchez mon nom dans la liste, hein, c'est Wilson Labossière, vous m'envoyez un message et je vais recevoir ce message-là en privé. Ça, ce n'est pas un problème. Ou bien vous pouvez aussi m'envoyer un mail le mail de l'ISMAC. Si vous avez accès, vous pouvez m'envoyer un mail directement et comme ça, je vais recevoir le mail. D'accord? C'est comme ça, je reçois l'email que vous, voilà, n'hésitez pas à m'écrire parce que c'est important. Voilà, le mail, c'est ça. C'est wilson.labosière@smart.microsoft.com. Ça marche à merveille. Je vais juste afficher le compte pour vous. Comme ça, vous allez voir comment vous pouvez m'envoyer un mail. Si vous m'envoyez un mail, directement par l'intermédiaire de cette plateforme et je vais le recevoir. D'accord? Bon, je copie, hop, je vais le déposer ici pour vous. Comme ça, vous allez voir mon mail qui s'affiche et comment vous pouvez m'envoyer un mail et rapide. Comme ça, je le reçois. D'accord? C'est wilson.laboussière@ismac.com. Ça, vous pouvez, @ismac.onmicrosoft.com. Alors, c'est là, vous pouvez m'envoyer un mail, je vais le recevoir
Et si vous voyez que je ne réponds pas, et vous pouvez me relancer par mon mail personnel aussi, que je reçois des mails sans problème, qui c'est labossière.wilson@gmail.com. Ça, c'est important. Vous pouvez m'envoyer un mail. Mais par contre, si vous êtes directement sur la plateforme Teams, vous m'envoyez le mail directement par Microsoft Teams. Si vous m'envoyez et je vais recevoir. Ou bien vous m'écrivez en mode privé. Vous m'écrivez en privé, ça, il n'y a pas de problème. Bon. Le cours de la semaine dernière, je vois que vous n'avez pas accès et pourtant envoyé j'ai envoyé à tout le monde la réunion. J'ai envoyé à tout le monde. C'est pour cela que je vous conseille d'avoir accès au Teams. Si vous n'avez pas accès, essayez de demander à l'administration de vous donner accès au Teams. Bon, alors c'était pour la première année, pour les personnes qui viennent d'être inscrites, je vous dis déjà bienvenue, bienvenue. Comme on ne se rencontre pas encore face à face, je pense soit à la prochaine séance, il faut que je vois avec l'administration, on peut se voir en direct sur place, hein. Ça nous permet d'échanger, de discuter. Ça, c'est important. Et pour les personnes qui sont en deuxième, troisième année, je vous encourage à continuer à avancer. Les personnes qui sont en deuxième année, en première année avancée, qui ont commencé avec nous depuis le mois de septembre, en mois d'octobre plutôt, je vous encourage déjà à avancer sur votre travail parce que ça change tellement vite, ça avance tellement vite et les jours passent rapidement, parfois avec tout ce qui concerne les intelligences artificielles qui sont autour de nous, là, et ça peut évoluer d'une minute à l'autre. C'est pour cela qu'il faut que vous soyez plus attentifs et d'être connectés et aussi travailler, avancer sur votre thèse. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Autre chose que je n'ai pas encore mentionné, c'est toujours pour tout le monde, ça c'est pour tout le monde. Cette année, on aura la chance d'avoir 3 soutenances, 2 à 3 soutenances. Je vous conseille, même si vous n'êtes pas sur Paris, essayez de faire l'effort d'être sur Paris, de venir pour assister à ces présentations, à ces 2 ou 3 présentations. Bon, 2 présentations, il y aura probablement une présentation au mois de mai et une autre au mois de juin. Bon, ce sont 2 soutenances, ou bien les deux au mois de mai. Voilà, je dois donner mon accord et puis bon, faute du temps et maladie, je n'ai pas encore confirmé avec des professeurs que j'ai contactés qui m'ont proposé des jours de disponibilité qui sont parfois différentes, hein, et ben, le plus souvent différentes. C'est pour cela qu'il faut que je prenne du temps, hein, d'appeler chaque professeur séparément pour qu'il soit présent. Alors là, comme c'est une thèse professionnelle, ce n'est pas académique, c'est très difficile de trouver des professeurs qui ont le profil professionnel et académique. C'est très difficile. Bon, ça va se faire. Et parfois, bon, comme vous savez que c'est un travail qui n'est pas payé, bon, faire intervenir un professeur comme ça, c'est pas aussi évident. Pas aussi évident. Je peux trouver certains professeurs qui viennent de loin, mais bon, il faut qu'on pense au moins à prendre leur billet. Bon, tout ça, ça coûte de l'argent. Un billet d'avion, ça coûte de l'argent, vous voyez. Et puis, si la personne vient de loin, il faut héberger la personne à l'hôtel. Ça, votre programme doctoral DBA ne permet pas, hein, de faire ces genres d'exigences pour l'instant, de faire ces genres de dépenses pour l'instant. Alors, c'est ça, il va y avoir, c'est environ 3 soutenances, hein. Les deux, bon, il y a deux, c'est quasiment sûr. Il y a une qui était déjà prête, déjà, il faut que je revoie. Il y a une autre qui m'avait demandé, euh, bon, ça c'est déjà prêt. C'est presque prêt, pas encore, presque prêt. J'avance sur la correction. Ça prend temps parce que c'est une thèse, hein, professionnelle. Il faut qu'on a le regard académique pour satisfaire le monde académique et le regard professionnel. Surtout, c'est ça qui prend plus de temps, qui est plus fatigant parce qu'il faut qu'on cherche la cohérence. Si on voit parmi les résultats les trouver, on ne voit pas comment appliquer les résultats dans un cadre professionnel, il faut revenir sur les bases.
Et ça encore, ça me prend plus de temps pour trouver cette cohérence. C'est pour ça que je vous encourage d'être là pour les soutenir, déjà pour vous donner envie de terminer votre thèse. Bon, voilà, ça c'est bon. Et puis on a trois autres thèses qui sont quasiment terminées, mais j'ai seulement demandé aux étudiants de revoir cette partie contextuelle qui est trop académique et aussi les résultats. Il faut que les résultats soient professionnels. Mais là encore, bon, les étudiants se sentent en quelque sorte, touchés par cette demande. Hein, ça les affecte, mais et j'ai répété, c'est une thèse professionnelle que vous faites, ce n'est pas une thèse académique. Même de nos jours, même les thèses académiques, à la fin, ils cherchent à proposer des recommandations professionnelles, vraiment purement professionnelles, qui se basent sur un plan d'action et bien que ce n'est pas fourni. Mais pour nous, c'est encore plus fourni. Il faut qu'on fasse en sorte que le DBA du SMAC, hein, soit une référence en la matière, soit une référence quand on termine, on est prêt à affronter la vie. Ça aussi, je vous encourage à être très attentif sur ça. Alors, ni pour première année, ni deuxième année, ni troisième année, des personnes qui sont en troisième année, je vous encourage à avancer et accélérer sur votre rédaction. Voilà, ça c'est important. Et comme je vous suis depuis en première année, je connais plus ou moins ce que vous faites. Voilà. Et puis moi, je suis là pour vous aider à donner du sens. Et puis, bon, n'hésitez pas à faire appel à un correcteur, à quelqu'un pour corriger votre travail, parce que je ne corrige pas, je ne prends pas mon temps à corriger les fautes du français, tout ça, parce que quand on corrige ces genres de fautes, ça nous prend énormément de temps. Mais par contre, quand je cherche la cohérence, hein, le côté professionnel, là encore, c'est important. Et si vous êtes en troisième année, je reviens vers vous. Euh, Ne restez pas dans votre coin, vous rédigez votre questionnaire, vous rédigez votre guide d'identité, vous faites votre travail, vous pensez que vous allez terminer, quand vous terminez, vous m'envoyez, c'est bon. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que je vous suis, je connais votre travail. Votre guide d'entretien, vous devez m'envoyer pour valider avec vous. Votre questionnaire, vous devez m'envoyer pour valider avec vous parce que je connais ce que vous faites. Je sais je sais ce qu'on attend au final. Mais si vous trouvez quelqu'un pour vous aider, un ami, un membre de famille, oui, c'est mieux. Mais par contre, hein, parfois, ce profil-là est académique. Si c'est académique, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et ça va biaiser votre travail. Bah, le but, ce n'est pas juste faire une thèse, on a le titre doctorat, on passe à autre chose, mais non. Le but, c'est après la thèse, qu'est-ce qu'on fait? Comment la thèse va nous aider à trouver un travail? C'est ça qui est important. Cet aspect académique, ça c'est pour les personnes dans le monde académique qui vont devenir professeurs, enseignants, sans problème. Pas de problème. Et d'ailleurs, même les écoles de commerce recrutent les profils académiques beaucoup plus. Vous voyez, même si vous devenez enseignant, si vous avez une thèse purement professionnelle, vous travaillez sur un concept, vous développez un concept, et ça va ouvrir beaucoup plus la porte, hein, pour trouver un travail même dans le monde académique. D'accord? OK, bon, je vais rester là, et puis bienvenue à nouveau pour les nouveaux qui nous rejoignent dans le cadre de ce programme. Bon, vous n'aurez que moi, et puis il y a d'autres professeurs aussi, parce qu'il y a des partenariats avec des universités. Il y aura d'autres professeurs sur des concepts un peu particuliers, sur des cours un peu particuliers. Pour l'instant, vous n'avez que moi qui vous accompagne dans le cadre de ce travail. Voilà, bon, OK. On ne va pas revenir en arrière. Pour les personnes qui sont à peine en premier, qui sont à peine arrivées, il y a une première partie qu'on a déjà travaillé sur comment construire, et, comment construire votre problématique et formuler votre problématique, les questions de recherche, comment faire la mise en contexte, l'étude préliminaire, tout ça. On a déjà travaillé. On a même commencé à avancer sur la revue de littérature. Excusez-moi. Sur la revue de littérature, on a déjà fait pas mal de choses sur la revue de littérature. Mais maintenant, ce qu'on va faire, on ne va pas vous laisser tomber. Comme je vous ai parlé de ce guide-là, je vais vous l'envoyer
vous l'envoie et je vais le déposer sur la plateforme pour vous sur Teams. Si vous ne voyez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Qui vous permet déjà de commencer ce travail et je peux vous aider à construire. Mais par contre, si vous continuez en septembre prochain avec nous, comme ça, on va revoir ces notions, et ça vous permet de vous mieux situer. Mais ce n'est pas un problème. Vous pouvez déjà dès maintenant commencer à rédiger euh, la revue de littérature. Ça, ce n'est pas un problème. Et puis, je suis toujours là pour vous accompagner. Bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, maintenant, pour les personnes qui ont commencé avec nous, on arrive dans cette phase-là, phase vers la collecte et le traitement des données. Collecte des données et traitement des données. C'est pour cela, je fais un rappel avec vous. C'est juste un rappel. Un rappel déjà dans votre rédaction et votre présentation. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, on dit les erreurs qu'il faut éviter. Les erreurs, on a déjà parlé, mais il faut que je vous rappelle ça. Je sais que vous n'avez pas de temps, parfois, vous suivez, vous suivez le cours, pendant que vous êtes là, vous regardez, vous corrigez. Ça, c'est bien. Mais si vous êtes ailleurs ou bien vous ratez un cours, et ça, vous n'avez pas vu. Je sais que 50% d'entre vous ont raté ce cours-là. Ça, ce n'est pas un problème. C'est seulement, je vous rappelle, c'est important. Alors, et les erreurs qu'il faut éviter, c'est présentation sous forme de roman. C'est quand vous vous faites des phrases très longues, vous racontez une histoire, et puis dans votre storytelling, on se demande, mais de quoi il parle? Il parle de quoi? Les lecteurs se demandent de quoi il parle. Ça aussi, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Les textes non justifiés, vous voyez les textes non justifiés, ce sont des textes parfois qui sont décalés à gauche. Tout est décalé à gauche, décalé, et puis ce n'est pas centré. Il faut que ça soit centré au milieu de la feuille, ni à droite, ni à gauche. Il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de déchet. Ce sont les textes justifiés. Les textes non justifiés, ce n'est pas normal. Alors, je vous parle de ça et je participe parfois dans des jurys de mémoire des fins d'études. Je vois des étudiants qui présentent leur mémoire avec des textes non justifiés. Un étudiant pareil, hein, parfois quand je vois un collègue va donner 16, 17 sur 20, je dis, mais arrêtez avec 16 sur 20. Bon, si l'étudiant a fait un bon travail sur le fond, mais la forme ne correspond pas. C'est la forme qui donne le fond. C'est la forme qui donne le fond. Et moi, je dis, moi, personnellement, quand je vois la forme ne correspond pas, j'enlève minimum 4 points. Et après, je vais corriger. Je vais corriger le mémoire. Imaginez, j'ai déjà enlevé 4 points et quand je vais corriger, je vais trouver des erreurs. Comme ça, l'étudiant continue à perdre des points. On peut donner 14. Ça, mais hein, on rappelle à l'étudiant, c'est important dans le monde professionnel, il faut toujours justifier. Pareil, si vous avez envoyé un courrier recommandé, moi, un courrier quelconque, il faut toujours justifier le. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, des notes de bas de page. Les notes de bas de page, on dit parfois fantaisistes. Par exemple, la personne met un sigle et puis la personne envoie une note de bas de page, hein, le sigle tout court. Par exemple, ONU. La personne met ONU et puis la personne envoie en note de bas de page ONU qui c'est Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, il faut dire selon, au lieu de dire selon l'ONU, vous envoyez en note de bas de page, vous dites selon l'ONU, entre parenthèses, Organisation des Nations Unies, ça, il n'y a pas de problème. Mais sinon, ce sont des notes de bas de page fantaisistes. Ou bien vous citez un auteur plus bas pour rappeler l'auteur, vous envoyez un note de bas de page, vous dites hein, l'auteur opcite signifie l'auteur qu'on a cité précédemment. Ça, c'est du fantaisie, c'est de la fantaisie. C'est ce qu'on appelle les notes de bas de page fantaisistes. Il ne faut pas ajouter des notes de bas de page fantaisistes. Parfois, toujours comme erreur de formule, comme erreur qu'il faut éviter, il y a erreur de formulation. Erreur de formulation, on a une littérature très pauvre, une littérature très pauvre. C'est important. Bon, là, on a un exemple hein, comme titre déjà pour les titres sous-titres. Quand on met petit a, c'est pour une explication. C'est pour une explication. Ce sont c'est qu'on veut, quand on veut lister quelque chose, on met petit a, petit b, petit c. On veut lister quelque chose. Mais avoir un grand titre petit a, ça ne correspond pas.
On peut avoir 1, on peut avoir 2, on peut avoir 1 en chiffre romain, 2 en chiffre romain, etc., etc. Bon, ça peut arriver qu'on a le grand A en lettre capitale. Dans ce cas-là, on ne va pas avoir parenthèse fermée, on va avoir un tiret, vous voyez, ou bien un point. Ça, c'est comme on a un point ici, 2 points, etc. C'est dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. On a la la précarité comme frein à la création. Précarité comme frein à la création. Ça, c'est un peu, bon, c'est important. Et on voit l'étudiant commence à expliquer sa vie. Je vais maintenant m'intéresser à une étude quantitative réalisée par Audencia Nantes et qui porte sur la précarité et les micro-entreprises. Tout d'abord, la précarité peut être définie comme une situation sociale ou professionnelle fragile et nous allons voir que la précarité peut aller de pair avec pérennité. Tout d'abord, tout d'abord, il y a une répétition sans fin. Tout d'abord, il est important de préciser qu'Audencia a réalisé une étude sur un échantillon de micro-entrepreneurs précarisés ayant investi 8 000 € maximum. Les motivations pour créer sa micro-entreprise sont diverses et variées. Bon, qu'est-ce qu'on apprend dans ce paragraphe? C'est ça, c'est une littérature pauvre, c'est très pauvre, on n'apprend rien. Au lieu de dire je vais, bon déjà, on n'emploie pas le mot je dans la rédaction de la littérature, on commence directement. Selon une étude réalisée par Audencia, sur un échantillon de 8 000 c'est un échantillon de micro-entrepreneurs qui ont investi 8 000 € maximum, blablabla, et puis on enchaîne. Ça, déjà, toutes ces phrases-là peuvent être résumées en une seule ligne. Une seule ligne. C'est là, on voit l'étudiant n'a pas de matière à présenter, cherche à contourner le sujet. Ça, il ne faut pas faire ça. C'est un peu malhonnête. Hein. Il ne faut pas le faire. C'est bien fait, c'est malhonnête. Au lieu d'écrire tout ça, plus, hein, il envoie en note du bas de page Audencia Nantes. C'est comme si on ne sait pas c'est quoi Audencia Nantes. Audencia Nantes, c'est une école de commerce. Hein, Nantes, hein. C'est facile. Hein, c'est facile. Pas la peine. C'est pas la peine de faire ça. D'accord? J'espère que vous n'allez pas répéter ce genre d'erreur. Ça, c'est un exemple. Il faut qu'on vous donne des exemples. Je vous donne des exemples. Ou bien d'autres erreurs de formulation. On a un titre à nouveau en fantaisiste. On a comment faire une grande différence avec de très petites choses. Comment faire une grande différence avec de très petites choses. Là encore, ça, ce n'est pas un titre. Niveau universitaire, quand même, ça demande à réfléchir. OK? Bon. Dans le point de bascule, Malcolm Gladwell explique comment les petits phénomènes peuvent devenir des phénomènes en mode et comment les entreprises doivent provoquer des effets de boule de neige au moment opportun pour sortir du lot. Bon, bref, ça encore, on n'apprend rien. On n'apprend rien. C'est pas ça qui nous intéresse. D'autres erreurs de formulation, on a le terrain d'étude, le terrain d'étude de terrain. On ne met pas slash déjà. On ne met pas slash dans le cadre d'un grand titre. Le 2, c'est net autre que, au lieu de voir, on peut dire l'étude de terrain, c'est l'étude empirique. C'est l'étude empirique, chapitre 2, chapitre 3, ou bien deuxième partie. Ça, c'est la deuxième partie. Et après, on a une mini-introduction. On commence à dire le but de cette étude de terrain est de tester empiriquement la problématique. Bon, voilà, ça c'est bien déjà. Il a rappelé la problématique et déjà, ça c'est important de faire cette introduction, c'est bien. Par contre, ce titre-là, ça ne colle pas du tout, ça ne correspond pas du tout. Et même la manière dont l'étudiant a numéroté et le titre, ça, c'est pas bien. On peut mettre le 2 en chiffre romain, après on met point ou bien on met tiret.
le point passe, le tiret passe. D'accord? Et puis, l'étude de terrain comme ça, c'est la deuxième partie, deux points, étude empirique. Ce n'est pas étude de terrain, étude empirique. Et cette étude empirique qui permet d'aller sur les terrains pour tester la problématique. Ça, c'est important. Bon, ça, c'est une autre mauvaise présentation. C'est juste une capture d'écran. On voit qu'il y a le lien. C'est une capture d'écran, oui, c'est bien. Mais par contre, il y a la source que l'étudiant a ajoutée. Pour la source, on voit que il ajoute source de la photo. C'est source tout court. Il faut donner. C'est pas ce lien-là. Ce lien-là, on ne peut pas mettre ce lien directement dans le corps du mémoire ou de la thèse. Il faut envoyer ces liens, on peut envoyer ça en notre débat de page, ça passe. Mais il faut toujours ajouter le titre, de l'article qui parle de ce qui donne cette photo. Et puis la date de consultation, il faut l'ajouter aussi. Ça, c'est une mauvaise présentation. Pareil, ça, c'est une mauvaise présentation à nouveau. Bon, là, on voit crypto, etc., crypto radiateur, pourquoi, etc. Ça, c'est la mauvaise présentation. Ce qu'on vous a dit, il faut donner un nom à pas, un nom à pas. Il faut ajouter déjà l'auteur, on commence toujours par l'auteur de l'article, même si c'est un article de blog, il y a un auteur. Si on ne trouve pas le nom d'une personne, et parfois c'est le blog qui a le nom du blog, on utilise le nom du blog, directement le nom du blog. D'accord? Par exemple, si c'est l'INSEE, par exemple, l'INSEE, bon, qui l'a écrit, on dit l'INSEE. Après, entre parenthèses, vous donnez la date de publication ou l'année de publication. C'est mieux, année de publication. Vous ajoutez l'année de publication et puis après, vous ajoutez le titre de l'article. Le titre de l'article. Alors là, l'étudiant a ajouté crypto-radiateur. Si on regarde, ici, on voit Garneau annonce son crypto-radiateur qui rémunère ses utilisateurs. Point. Ça, c'est le titre de l'article. C'est ça. C'est le titre de l'article. Vous ajoutez l'article et après, vous ajoutez virgule plus loin et vous ajoutez votre lien. Et sans oublier, pour terminer, vous ajoutez un crochet, la date de la dernière consultation, de votre dernière consultation. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes au 17 mars. Vous pouvez ajouter, consulter le 17 mars 2025. Vous voyez? C'est ça. Ça, c'est important. Pareil, vous faites pareil pour cet article-là. Ce lien-là, hein, on voit, c'est Project Energy, Darwin, etc. Ça, pareil, on fait pareil pour les autres. Ça, c'est norme à pas, il faut respecter la norme à pas. C'est toujours l'auteur, le nom de l'auteur, suivi de son initiale, entre parenthèses, l'année de publication et virgule, on ajoute le titre de l'article, c'est le titre de l'article du blog, et puis le lien qui envoie vers le blog, et après, on termine en crochet par la date de la consultation, la date de votre consultation de l'article. Alors, c'est comme ça. D'accord? OK, c'est toujours cette mauvaise présentation. Une autre mauvaise présentation, c'est quand on voit d'autres mauvaises présentations, on voit cet étudiant n'a pas suivi les normes ou bien n'a pas suivi le cours de méthodologie. Déjà, commencer par une définition, ouais, bon, là, c'est un peu fantaisiste. C'est ça qu'on vous dit toujours, quel que soit le document. Bon, parfois, je vois des professeurs qui acceptent ça, mais ils disent, mais quand même, les cours, pourquoi on donne les cours de méthodologie? Pourquoi on rédige des ouvrages de méthodologie? C'est pour ne pas accepter ces aberrations. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Alors, pour ces mauvaises présentations, là, il ne faut pas ajouter des couleurs, c'est toujours noir et blanc. Noir et blanc. Sauf les liens Internet qu'on peut accepter en couleur bleue parce que c'est automatique des fois. On peut accepter les liens Internet en couleur bleue. Mais sinon, il ne faut jamais ajouter des couleurs. C'est rester toujours noir et blanc. Et grand titre, ben non, pas du tout. On vous a bien dit, les titres peuvent être en gras ou bien de manière automatique, hein, du point de vue de son importance quand vous faites une rédaction dans un registre programmé. Dans un registre programmé, je me suis dit, je voulais vous dire que vous allez voir, quand vous formatez déjà sous forme avec format APA, avec nom APA, c'est automatique. On a les titres, les sous-titres, ça prend une taille et puis ça reste
Parfois, ça change de couleur. Même si ça change de couleur, à la fin, il faut tout sélectionner pour mettre en noir et blanc. Mais tout sélectionner pour mettre en noir et blanc. Sauf les images qui sont en couleur, on laisse comme ça en couleur, on ne change pas. On ne met pas les images en noir et blanc. On laisse comme ça. D'accord? Et puis, c'est ça. Et puis, les grands titres, les sélections de titres, hein. Et puis, ça reste toujours la taille. J'ai failli oublier, la taille, c'est Times New Roman 12 ou Arial 11. D'accord? Times New Roman 12 ou Arial 11. Police des caractères. En termes de police, c'est soit Arial, dans ce cas-là, la taille va être 11, soit Times New Roman qui est beaucoup plus recommandé et la taille va être 12. Par contre, pour les notes de bas de page, on vous conseille beaucoup plus en Arial 9. Les notes de bas de page, on vous conseille de mettre en Arial 9. Voilà, c'est ça, qu'il faut retenir. Là encore, et puis l'autre chose, hein, il faut enlever les barres à côté, à droite. Il ne faut jamais mettre dans un. Et il faut jamais mettre dans des bordures. Il ne faut jamais ajouter de bordure. Il ne faut jamais ajouter de bordure dans les documents. Là encore, on voit que l'étudiant pousse le bouchon tellement loin. On voit le texte en couleur, couleur, couleur. Hein, le texte, une partie en couleur. Et puis, toujours la bordure, là, il faut enlever cette bordure. Et puis, à séparer sous forme de journal. Pour lui, c'est joli, c'est parfait. Mais ce que l'étudiant ne comprend pas, ce travail, c'est un travail académique. Il n'y a pas de fantaisie. Il n'y a pas d'enjoliver. Ce que vous allez enjoliver, c'est dans vos résultats. Comme ça, vous allez nous sortir d'excellents graphiques, d'excellents tableaux. Là, vous pouvez vous faire plaisir en sortant des graphiques colorés et puis avec des arrière-plans qui sortent de l'ordinaire. Là, vous pouvez vous faire plaisir. Mais là, dans la rédaction, la phase rédactionnelle, c'est académique. C'est toujours sur une seule ligne. Il ne faut pas séparer. Il n'y a pas de deux colonnes de texte. Mais non, ça n'existait pas. Ça, il ne faut pas le faire. Si vous pensez à le faire, il ne faut pas le faire déjà. Et autre chose, dans les graphiques, quand on met les graphiques, on ne met jamais si contre, on ne met jamais du texte à côté du graphique. Il faut que les graphiques soient alignés sur le texte. Même si ça fait une taille hein, à peu près pareille, vous pouvez agrandir hein, si vous voulez. Bon, si vous ne voulez pas que ça déborde, vous laissez comme ça. Même si ça reste, même si c'est limité, vous restez toujours sous ce format-là. Et autre chose, hein, comme c'est une thèse, c'est toujours interligne 1.5. Là, c'est interligne simple. Hein. Il faut l'interligne 1.5. D'accord? Ça, c'est important. Bon, voilà. Maintenant, c'est ça. Je voulais vous rappeler que c'est important. Vous faites votre travail de revue de littérature. À la fin de la revue de littérature, ce que vous devez faire une synthèse globale. Bon, ça, je vais le répéter pour vous. Alors, pour la littérature, c'est un ensemble de chapitres. Parfois, on peut avoir 2 chapitres, parfois, on a 3 chapitres, parfois, on peut avoir même 4 chapitres, dépendamment de votre sujet. Mais bon, en DBA, on vous conseille beaucoup plus de rester à 2 chapitres, bon, à la rigueur 3 chapitres, mais beaucoup plus de chapitres. Vous n'allez pas raconter des tonnes et des tonnes de choses, vous allez directement à l'essentiel. Si vous avez des concepts, vous définissez vos concepts, vous montrez comment ça s'applique dans les entreprises, et puis vous passez à l'essentiel. C'est ça qui est important. Mais à la fin de chaque chapitre, il faut faire une petite conclusion sur la compréhension de votre travail. Et voilà, c'est ça, vous faites cette petite conclusion. Et à la fin de la revue de littérature, vous faites une compilation de l'ensemble des conclusions pour faire émerger des hypothèses. Vous faites une conclusion globale sur la revue de littérature et cette conclusion permet de faire émerger des hypothèses. Alors, autre chose, je n'ai pas dit, dans chaque petite conclusion que vous faites référence à la problématique pour voir comment vous commencez déjà à répondre à votre problématique, à la problématique que vous avez formulée. Ça, il faut en tenir compte de ça. Je vous dis, à chaque fois que à chaque conclusion, à la fin de chaque chapitre, vous faites une petite conclusion et dans cette conclusion-là, vous cherchez à répondre de manière partielle à votre problématique de départ. Et puis, à la fin de la revue de littérature, vous allez faire une synthèse en prenant
toutes les petites conclusions que vous avez faites à la fin de chaque chapitre. Et puis, dans cette synthèse, vous allez faire émerger vos hypothèses. D'accord? Cette synthèse n'est autre que la conclusion de la littérature. C'est là que vous allez faire émerger des hypothèses. Même si je vous ai suggéré dès le départ de fixer des hypothèses, mais bon, parfois ça ne colle pas. Cela, je vous demande beaucoup plus de les transformer sous forme de questions. Et puis, à la fin de la littérature, c'est là que vous allez faire une grosse synthèse. Et dans cette synthèse-là, vous allez faire émerger les hypothèses. Voilà. Et on dit l'étape préliminaire, vous avez une littérature validée. Hein, validée pour valider une littérature, c'est en fonction de tous ces normes-là qu'il faut respecter, que j'ai parlé. Et c'est validé, et puis ça permet de valider le contenu. La validation du contenu n'est autre que la validation de la revue littérature. D'accord? Validation du contenu, on a une problématique qui a été validée, on a un contexte qui a été bien présenté, et les intérêts, motivations, et puis tout. Et puis, on a la revue littérature, on a tous les concepts, ce qui nous permet d'explorer l'ensemble des concepts qui concernent la problématique. On explore tout, on explore tout, on trouve des exemples, et ça permet de répondre déjà partiellement à la problématique fixée. C'est pour cela, à cette étape-là, on dit on a une littérature validée en fonction des normes, surtout normes APA. Et une fois c'est validé, maintenant, on va passer à l'étape hypothèse. Et bon, ça, je ne vais pas passer mon temps à vous expliquer déjà quoi ça consiste, et pour vous rappeler les choses importantes, déjà, on a une revue littérature qui donne des indications sur les lacunes académiques de votre sujet et donne de la structure à votre travail. Ça permet de repérer les lacunes académiques, les manquements, hein, et comme ça, vous apportez de la précision. D'accord? Et autre chose, dans votre travail, il faut que vous vous questionnez déjà. Vous faites une auto-évaluation sur votre débit de littérature pour comprendre déjà à la fin, est-ce que j'ai vraiment exploré l'ensemble des contours de mon travail, de ma problématique. Et puis maintenant, une fois c'est bon, vous passez à la partie empirique. Empirique, hein, quand on dit empirique, le thème empirique, empirique, hein, thème du premier, pionnier, ça permet de positionner votre travail. D'accord? Voilà, ça c'est important. Et c'est la deuxième partie de votre thèse. D'accord. Dans le cadre de cette deuxième partie, vous vous questionnez qu'est-ce que vous allez faire vraiment. C'est cette deuxième partie qui vous donne accès au terrain. C'est dans ce cadre-là, vous vous questionnez sur ce que vous allez faire concrètement. Vous allez faire concrètement. Est-ce que vous allez mener des enquêtes de terrain? Est-ce que vous allez des enquêtes, vous allez faire des sondages ou bien des interviews ou bien des photos? Voilà. Ça permet de collecter des données primaires. C'est pour l'une des raisons on l'appelle avoir des données primaires. Des données primaires. Bon, ça c'est important, ça permet de donner des données primaires. Bon. Ou bien, est-ce que vous allez utiliser une base de données secondaires, utiliser des données secondaires, des données qui sont déjà disponibles dans des fiches, dans des bases de données clients, ou bien des analyses déjà réalisées par des cabinets ou bien des bases de données sorties des chambres ou bien des bases et des chambres ou bien des cabinets privés. Alors, ça, c'est important de penser à ça. On a les données primaires, ce sont les données que vous allez collecter vous-même, mais il peut y avoir aussi des données secondaires. Les données secondaires, surtout les personnes qui sont en économie, en finance, utilisent beaucoup plus des données secondaires. Des données secondaires. Des données secondaires. Mais pour vous qui êtes en sciences de gestion pure, hein, management, c'est mieux d'utiliser les données primaires, de travailler avec des données primaires. Vous savez ce que vous faites. Et quand vous utilisez les données secondaires, s'il y a une erreur, parfois, il faut passer du temps. Déjà, passer énormément du temps à épurer votre base de données et puis il faut les estimer. Tout ça, ça prend du temps et puis c'est fatigant. Et pareil pour l'approche méthodologique.
vous questionnez, est-ce que ce sera une approche quantitative ou est-ce que ce sera une approche qualitative? Si c'est une approche quantitative, il faut dire pourquoi. Pourquoi? Voilà. Et puis, quelles sont les hypothèses à tester? Voilà. Là encore, hein, en fonction de l'approche, il y a des vocabulaires que vous allez utiliser. Par exemple, pour l'approche quantitative, vous allez tester, vous allez mesurer. Vous allez mesurer et tester. Vous allez mesurer. Le but, c'est de mesurer, le but, c'est de tester. Bon, pareil, hein, pour l'histoire des vocabulaires. Tester, c'est quand on travaille sur un sujet pour la première fois, on dit tester et mesurer, hein, dans le sens que le sujet a été déjà travaillé par d'autres chercheurs, par d'autres savants, mais vous allez mesurer pour voir ce qu'ils ont trouvé. Est-ce que vous allez trouver la même chose ou bien est-ce que les résultats vont être à peu près pareils? C'est ça. C'est pour cela, pareil, c'est pour cela il faut bien utiliser les vocabulaires. D'accord? C'est ce travail-là. Ou bien si vous avez utilisé la méthode qualitative, l'approche qualitative, vous dites pourquoi, et oui, est-ce que vous prévoyez euh, et à réaliser déjà la vérification des hypothèses. Le but, c'est de comprendre. Le vocabulaire, c'est comprendre. Et le but, c'est de comprendre. Et dans le cadre des études, de ces études-là, bon, les gens disent beaucoup plus, ce sont des propositions que vous faites, ce ne sont pas encore des hypothèses, ce sont les résultats que vous trouvez qui vont être considérés comme des hypothèses. Bon, on garde d'hypothèses, c'est pas de problème. D'accord? Ce sont des propositions que vous faites, ce ne sont pas des hypothèses que vous formulez, et le but, c'est de comprendre le phénomène. Comprendre le phénomène, au final, vous allez vérifier les formulations que vous avez pu faire. D'accord? Ça, c'est ce travail-là, et c'est important dans cette deuxième partie. Et aussi, quel serait votre échantillonnage et la taille de l'échantillon? Échantillonnage, un échantillon important si vous faites, là, si vous appliquez l'approche quantitative et échantillon limité, moins si vous appliquez la méthode, l'approche qualitative. Alors, ça, c'est important. Et quel type d'échantillonnage? Est-ce que vous allez utiliser un échantillonnage probabiliste ou non probabiliste? Si c'est probabiliste, c'est avec tirage. Est-ce que par des clusters? Est-ce que par strat? Ou bien tirage seulement? Ou aléatoire simple, qu'on appelle aléatoire simple? Ou bien, si c'est non probabiliste, est-ce que c'est par quota? Est-ce que c'est par commodité? Hein? Ou bien est-ce que c'est par jugement? Voilà, c'est tout ça qu'il faut tenir compte dans le cadre de votre raisonnement. Et comment comptez-vous collecter les données sur les terrains? Est-ce que c'est avec un questionnaire si vous si vous appliquez l'approche quantitative? C'est l'étude quantitative avec un questionnaire ou bien un guide d'entretien. Si vous faites l'étude qualitative, l'approche qualitative, un guide d'entretien, vous allez faire des interviews. Et puis, au final, hein, par d'autres moyens, hein, par exemple des focus group, ou bien par observation. Observation, il va y avoir une grille d'observation et par focus group, hein, il va y avoir un guide de description, un guide de discussion avec une grille aussi, hein, derrière. Il y a une grille d'observation. Il y a la discussion en même temps, il y a l'observation. C'est à vous de voir. Bon, voilà, je reprends pour vous parce que c'est important de passer du temps pour que ça rentre. Je ne vais pas trop insister sur les choses qu'il faut pas voir, les choses qu'il faut faire. Et nous ne sommes pas dans la précipitation. C'est juste que je dois vous rappeler que c'est important de travailler sur ces notions-là. Comme vous venez de reprendre, on ne va pas aller encore enfoncer les clous, aller encore plus loin. Ça, on aura le temps de réviser. Mais bon, c'est pour cela que je dois reprendre pour vous. Et que j'ai noté rappel, hein, pour certains rappels, mais pour d'autres, c'est une découverte. On dit la revue littérature donne des indications sur les lacunes académiques du sujet de recherche et aide à structurer votre propre recherche. Voilà.
la littérature, en quelque sorte, vous voyez ce qui se passe déjà dans ce monde, autour de votre sujet, ce qui ont été déjà faits, et puis ce qui ne sont pas encore faits. Votre travail, c'est de contribuer à boucher ces lacunes. Voilà, boucher ces lacunes et à combler ces lacunes avec vos contributions. Et puis, on a votre méthodologie et votre cadre qui doit être conçu de votre auto-évaluation de la vie de littérature et des besoins de votre propre recherche. Alors, en fonction du constat que vous faites dans la vie de littérature, c'est comme ça. Vous voyez des failles qui existent pour combler ces failles. Vous dites comment vous allez vous prendre sur les terrains, comment vous allez mener votre étude. Et puis, vous passez à la phase, une fois c'est déjà bon, vous faites ce constat, vous prenez du recul, vous faites votre auto-évaluation sur la vie de littérature que vous venez de rédiger. C'est maintenant, vous passez à la phase empirique, à la partie empirique, c'est la deuxième partie. Et déjà, avant de commencer à rédiger, à travailler sur la vie littéraire et sur la deuxième partie, la première étape, c'est de chercher à positionner votre travail et ainsi que le processus que vous allez appliquer dans le cadre de cette deuxième partie. Déjà, comment vous vous questionnez comment réaliser cette deuxième partie? Comment réaliser cette deuxième partie? Déjà, c'est soit en collectant des données primaires, soit en utilisant des bases de données secondaires. C'est deux choses. C'est comme ça. Comment réaliser cette deuxième partie? Soit vous allez collecter des données primaires, soit vous allez utiliser une base de données secondaires. Les données primaires, ce sont les enquêtes que vous allez mener, enquêtes ou sondages que vous allez mener, les interviews, ou bien les observations, ou bien les discussions que vous allez mener. Bases de données secondaires, ce sont des données qui sont disponibles, qui sont vendues généralement par les cabinets comptables. Et si vous travaillez dans une entreprise, ce sont les bases de données clients, par exemple. Vous pouvez utiliser. Voilà. Mais par rapport à ça, à cette deuxième partie, la question qui s'impose, est-ce qu'une approche quantitative est nécessaire? Si oui, je demande pourquoi. Pourquoi? Et puis, par rapport à ça, quelles seraient les hypothèses à tester? Quelles seraient les hypothèses à tester ou à mesurer? Voilà. Tester ou mesurer. Tester, alors, c'est pour quand vous menez une étude pour la première fois et cette étude-là n'a pas été travaillée en amont par d'autres auteurs ou d'autres savants, ou bien quand vous travaillez sur un concept, vous ne trouvez pas des échelles, des mesures qui sont déjà utilisées. Là, vous cherchez à tester. Mesurer, c'est quand ça a été déjà traité. Vous faites une extension de l'étude. Vous proposez une extension. Dans ce cas-là, vous cherchez à mesurer ce qui a été déjà testé dans d'autres conditions. Voilà, ça c'est primordial. Il faut faire ce travail. Après, autre chose qu'il faut faire, c'est vous pouvez penser à faire déjà, et est-ce que c'est une approche qualitative? Vous avez utilisé approche qualitative, des études qualitatives. Si oui, quelles seraient les hypothèses à vérifier dans ce cas? Comment prévoyez-vous explorer ou chercher à comprendre? Cherchez-vous à comprendre? Voilà. C'est pour ça que vous avez parfois des propositions, vous cherchez à explorer, bien vous cherchez à comprendre. Explorer, comme on dit, c'est beaucoup plus pour les études qualitatives. On explore, on cherche à comprendre. Les vocabulaires qu'on utilise, c'est explorer, ou comprendre. Explorer, explorer le champ tout autour, ou bien vous cherchez à comprendre. Bon, le plus explorer, c'est quand c'est indépendamment de votre approche du travail, c'est quand vous utilisez une approche inductive, inductive, vous partez déjà du terrain, après vous faites monter, et puis vous partez de rien, vous explorez. Vous partez de rien, vous explorez. Vous cherchez à comprendre, vous partez avec quand même quelque chose en main. Quand vous utilisez l'approche hypothético-déductive.
ou approche hypothétique-déductive, vous avez un certain nombre de formulations, on appelle les hypothèses, et vous allez chercher à comprendre. Alors, le but, c'est de comprendre. Voilà, c'est ça. Vous voyez les nuances entre tester et mesurer, et comprendre et explorer. D'accord. Après, il faut poser la question sur votre échantillon. Quel serait votre échantillon d'études? Quand on parle d'échantillon, voilà la méthode d'échantillonnage. Est-ce que c'est une méthode d'échantillonnage probabiliste ou non probabiliste? Probabiliste, c'est quand on se base sur les règles de probabilité. Là-dedans, hein, on va avoir les aléatoires, les méthodes aléatoires simples, hein, et puis méthode aléatoire simple, hein, et aussi par strate, et aussi par des clusters. Ça, on parle beaucoup plus de ça. Et puis, une fois qu'on termine, si c'est bon, là encore, ça demande, dépendamment si vous disposez d'une base de données, hein, là encore, ça permet de voir si vous utilisez des données secondaires ou bien vous procédez par la méthode de collecte, d'échantillonnage plutôt, la méthode d'échantillonnage, soit par quota, soit par convenance, ou soit par jugement, sous commodité, ou soit par jugement. Et on dit la première méthode d'échantillonnage aléatoire, probabiliste ou aléatoire, cette méthode-là ne permet pas de généraliser les résultats. Mais la méthode est non probabiliste, qu'on appelle généralement la méthode empirique, permet de généraliser les résultats. Et c'est pas, en plus, ce n'est pas l'ensemble de cette méthode-là qui permet de généraliser les résultats. C'est seulement par quota. On peut généraliser les résultats. Par quota, il y a des proportions qui sont respectées. C'est cette approche-là, cette méthode d'échantillonnage qui permet de généraliser les résultats. Mais par convenance ou commodité ou par jugement, ne permet pas de généraliser les résultats. Alors, après la méthode d'échantillonnage, hein, il faut voir comment vous comptez collecter les informations sur le terrain. Est-ce que par un guide d'entretien, ça c'est quand vous faites l'approche qualitative, hein, quand vous appliquez l'approche qualitative, ou bien par un questionnaire quand vous appliquez l'approche quantitative, un questionnaire, hein, un sondage, ou bien par un guide une grille, hein, d'observation quand vous faites l'observation, méthode approche qualitative, ou bien un guide de discussion quand vous faites la discussion. Voilà. La discussion, focus group, etc. Bon, en gros, on va arrêter ici parce que sur le contenu, il faut voir vraiment pour cette deuxième partie du travail, ça, je vous donne des choses à réfléchir. Il faut réfléchir là. Vous êtes dans l'étape de l'introspection. Essayez de réfléchir sur ce point. D'accord? Et la prochaine fois, on va voir vraiment entrer directement dans le champ de votre travail. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va parler? On avait parlé de la revue de littérature. La revue de littérature permet de construire les hypothèses. Avant de construire votre hypothèse, il faut valider votre contenu, la revue de littérature. Il faut tester la validation de la revue de littérature. Est-ce que votre revue de littérature est valide ou pas? On dit une revue de littérature est validée, c'est quand elle n'est pas hors sujet. D'accord? Il faut rester dans le sujet. Il ne faut pas être hors sujet. Là, pour vous qui rédigez votre revue de littérature, essayez de ne pas être hors du sujet. Elle contient aussi des références assez récentes. Alors, des références, ça dépend du sujet. Si on travaille sur un sujet qui permet de remonter, bon, un sujet qui touche à la sociologie, parfois ça permet de remonter dans les années 60, hein, 60, 70. Ça, ce n'est pas un problème. Mais si vous travaillez sur la diffusion de l'innovation et on remonte très loin avec les travaux de Rogers, monter encore très loin. Mais par contre, hein, si on travaille sur des sujets comme restauration et technologie,
Ah là, c'est récent. Il y a pas mal de choses à ajouter récemment, qui ont été ajoutées récemment. Alors, elle contient des références récentes, c'est ça, dans la littérature, sans oublier les plus anciennes qui sont incontournables pour votre sujet. Ça, important. Ce qu'on appelle les sous-bassements théoriques. Les sous-bassements théoriques, on vous a parlé sans rentrer trop dans les détails. Les sous-bassements théoriques, c'est important. Il faut tenir compte de ça, les sous-bassements théoriques. Alors, c'est ça qui participe dans la validation de votre travail. D'accord? De valider votre vie de littérature. Elle contient des sources diversifiées, sources pluridisciplinaires. Ah oui, bon, ça c'est important. Hein. Ça permet de voir différents aspects. Par exemple, je vous ai souvent parlé des théories du Bhattacharya que les gens utilisent parfois, qui se basent sur Oliver, sur les travaux de Oliver. Oliver qui date de 1980. Eh bien, ce sont des travaux qui ont été basés sur, qu'on utilise, bon, on utilise souvent dans la recommandation, dans la fidélisation de la clientèle, recommandation client. Et pourtant, ce sont des travaux qui ont été réalisés dans le domaine médical. Oui, c'est des patients dans les domaines médicaux. Ça n'a rien à voir avec les champs de gestion, mais les champs de gestion utilisés. D'accord? Pareil, si on est dans les théories de diffusion de l'innovation, ce sont des travaux qui ont été basés sur le domaine agricole. Mais là, quand on parle des technologies pures, des technologies, de la haute technologie, on parle souvent de Rogers, et pourtant, c'était sur les recherches agricoles, technologies appliquées dans le domaine agricole. Voilà, ça c'est important. C'est pour cela qu'il faut avoir des sources très diversifiées aussi. Et aussi, elle a bien été argumentée par différents auteurs, même de manière chronologique. Voilà, pour montrer l'évolution du concept. Comment ça a été au début des années 80 et puis à partir des années 90, comment on avait pris le contre-pied de ce qui a été dit. Et puis, avec l'arrivée ou bien l'explosion de la bulle Internet au début des années 2000 et comment les gens ont vu ce concept. Et maintenant, depuis la crise Covid, et voilà, comment ils ont pu voir l'évolution de ce concept, etc., etc. Par exemple, le télétravail, ça existait avant, mais maintenant, depuis la crise sanitaire, c'est popularisé, surtout en Europe. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est important, il faut tenir compte de ça. Et oui, elle fait la différence entre les informations essentielles et les informations indispensables pour la problématique étudiée. Alors, je vous ai parlé, à la fin de chaque chapitre, il faut faire une synthèse. Et dans la synthèse, vous tentez de répondre à la problématique. C'est là, vous faites le lien. Vous faites le lien, c'est ça qui vous permet de faire ce travail. Là, vous comprenez mieux. D'accord? L'essentiel pour la littérature, c'est ça, quand ça permet définir, de définir les concepts. Hein. Et puis, indispensable pour la problématique, c'est quand vous travaillez sur des auteurs, vous avez des auteurs qui ont mené une étude que vous allez probablement utiliser dans le cadre de votre travail. Ça, c'est important. Ici, elle respecte les normes en matière de citation, de pagination, d'illustration, tout ce qu'on avait vu tout à l'heure. Corriger ensemble. Ça, il faut tenir compte de ça. Comment vous citez les références dans le texte? Les références dans les textes, c'est important. Il faut toujours citer. C'est ça qui valide votre travail, hein, déjà. Et on dit, quel que soit le travail, il part toujours d'un constat. Il part toujours d'un constat. Il y a toujours un auteur qui a réalisé quelque chose dans ce domaine, même si ce n'est pas typiquement votre secteur d'activité, mais il peut y avoir quelque chose réalisé dans un secteur connexe. Par exemple, on parle des technologies, diffusion des technologies, on dit Rogers, basé sur les innovations technologiques du domaine agricole, mais bon, lui, il est dans technologie pure, lui, technologie qu'on utilise dans l'entreprise. Alors, c'est ça. D'accord, ça c'est important. On dit, il faut citer aussi, il faut qu'il y ait des citations, selon tel auteur, selon tel, etc., etc.
et donner la référence. Ce n'est pas juste citer pour citer, mais il faut citer et aussi donner la référence. D'accord? On dit sans aucune citation et des références biographiques, votre revue de littérature n'est pas valide. Ça, il faut tenir compte de ça. Il faut des citations et aussi des références aux citations, des références biographiques. Sans d'excellentes références biographiques, sans une biographie fournie, remplie avec des articles, des ouvrages, et même des liens Internet, même liens du blog, hein, votre littérature n'est pas valide. D'accord? Et en plus, votre littérature est validée, est basée sur des considérations ou des déclarations d'auteurs, des références ou chercheurs scientifiques. Ça aussi. Sinon, votre travail n'est pas valide. D'accord? Voilà. Et puis, une fois ce premier travail est fait, ça permet de formuler, reformuler, ou proposer ou faire émerger les hypothèses. D'accord? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la fin de la littérature, il est recommandé de faire une conclusion qui soit basée sur tous les chapitres et sections de cette revue, afin de proposer d'éventuelles réponses à la problématique de départ, afin de faire émerger des thèmes à étudier dans la deuxième partie ou partie empirique, ou afin de construire ou faire émerger des hypothèses ou des propositions. Faire des propositions. Ça, c'est important. Voilà. On voit, il faut qu'on puisse avoir une revue de littérature validée, et une fois c'est validé, faire une synthèse à la fin. Et dans cette synthèse, ça permet de faire émerger des hypothèses, émerger des propositions, etc., etc. D'accord? Voilà, bon, on s'arrête là sur cette première partie-là. On va discuter la semaine prochaine. Mais par contre, hein, je vais revenir sur ce qu'on devrait faire la semaine dernière, que je vous ai donné, mais apparemment personne n'a fait ce travail. D'accord? Ouais, bon, vous venez de voir avec moi comment on aille plus loin, on valide la revue de littérature. Pourquoi c'est important d'avoir une revue de littérature validée? Une fois c'est validé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça permet déjà de faire émerger des hypothèses. Vous faites une synthèse à la fin de la littérature. Dans cette synthèse, vous faites émerger des hypothèses. D'accord? Bon. Ce qu'on va voir là maintenant, on va parler dans le cadre de ce travail, hein, on va parler des outils que vous pouvez utiliser. Ça, que vous soyez en première année, que vous soyez en deuxième année, c'est la même chose. Troisième année aussi. Alors, ce que je vous ai demandé de réaliser une infographie sur votre thèse ou votre sujet de thèse. Une infographie, prenez du contenu et puis vous allez sur les plateformes qui vous permettent d'avoir quelque chose comme ça. Une infographie, ça c'est un exemple d'infographie, d'accord? Un exemple d'infographie, que vous pouvez voir ce qu'on fait. Et puis, je vous ai demandé aussi de réaliser un niage de mots. Le niage de mots, vous avez quelque chose pareil pour le nuage de mots. Ça, vous faites ça sur votre mémoire. Pour les personnes qui vont utiliser l'approche qualitative, et cette proposition va les aider. Ça va les aider, hein, ce travail-là. OK, bon, je reviens. On dit à partir de votre sujet, votre thèse, hein, réaliser une infographie sur la thèse. Utiliser les outils comme du data visualisation, comme Voyant Tools, Jason Davis, WordArt, nuage de mots, etc., pour présenter un résumé synthétique des vocabulaires ou concepts abordés dans le cadre de votre thèse. C'est ça qu'on avait vu tout à l'heure, les vocabulaires. Et puis, je vous ai demandé de travailler une carte mentale, de présenter une carte, de présenter une carte mentale sur votre sujet, parce que c'est important d'avoir une carte mentale,
pour cette carte mentale, vous devez utiliser ces outils-là comme MindMaster, Text-to-Mind Map ou bien Mind Maps et Wise Mapping ou Framing Map. Voilà, Framing Map. Il y a Freemind aussi, vous pouvez utiliser. Et voilà, qui vous permet de faire ce travail. Bon, certains d'entre vous ne l'ont pas fait. Ça, c'est important. Alors, l'infographie que vous faites, vous mettez ça toujours en annexe de votre thèse, parce que vous êtes professionnel, c'est une thèse professionnelle, bon, doctorat professionnel, bon, on dit thèse professionnelle, même les étudiants en master parlent souvent de thèse professionnelle. Bon, vous êtes dans un master, dans un doctorat, vous préparez un doctorat professionnel, il faut avoir cette approche. Vous mettez toujours l'infographie en annexe. Bon, là, on va voir ces outils, peut-être vous n'avez pas accès, et à vous donner l'accès à ces outils. Voilà pour ces outils qu'on peut utiliser. Là, on parle de Voyant Tools. Voyant Tools, c'est un outil, excellent outil que vous pouvez utiliser pour faire un niage de mots. Voyant Tools que vous utilisez, surtout dans l'approche qualitative, vous pouvez utiliser Voyant Tools. Je vais vous montrer un exemple tout simple, un exemple très simple avec ce texte-là. Et hop, voilà, bon, je fais ça de manière brute, mais quand vous allez faire ça, vous allez nettoyer, enlever les articles, le, la, du, une des, etc., à la, etc., au, etc. Vous l'enlevez. Voilà, ça c'est très simple. Ouais, vous ajoutez ici, c'est voyant tous. Voilà, tous, vous voyez le lien, voyant-tous.org. Voilà, vous cliquez, vous faites révéler, et puis ça mouline, hein, et puis au final, vous avez résultat. Vous voyez, résultat, vous avez le nuage, un nuage de mots avec vous. Et ce nuage de mots, vous pouvez l'utiliser, vous mettez en annexe de votre travail. Et ça permet, ça résume votre travail. Ça résume votre travail. Et vous voyez thèse, le mot thèse, hein, qui est beaucoup plus mis en avant, la densité, c'est plus élevé, c'est parce que, bon, c'est parce que thèse, c'est le mot, ce mot-là est beaucoup plus cité dans ce paragraphe que je viens d'utiliser. D'accord? Pareil pour après, c'est sujet après sujet, on a cadre et mental qui sont beaucoup plus utilisés. Bon, voilà, ce sont ces mots qui sont mis en avant. D'accord? Dans ce travail-là. OK? Et puis, vous voyez, on a mental, hein, mental, mental, des fois, qui a été mis en avant. Bon, ça, c'est important, vous faites ce travail. Pour l'instant, je ne vais pas vous commenter, c'est juste pour vous montrer et puis comment ça se présente. D'accord? Et puis là, vous avez les mots, hein, les mots ici. Vous pouvez continuer à explorer, vous avez la densité des mots. On a tout ici, tout est présent. C'est ça que vous devez faire, qu'on vous demande de faire à partir de cet outil-là. Il y a d'autres outils. Bon, là, je teste vraiment tous. Il y a WordArt, hein, il y a nuagedumots.co, vous faites ça déjà. Et vous mettez en annexe hein, déjà. Mais quand vous êtes en troisième année, vous faites votre étude déjà, vous faites un entretien. Au final, vous pouvez donner une synthèse. Voilà, vous utilisez cette carte et cette carte-là, voilà tout ce qui vous permet d'avoir un nuage de mots chez moi euh, avec voilà tout. Et après, vous faites une capture d'écran, vous mettez dans votre document. Ça, c'est la première proposition. Je vous ai parlé aussi créer une carte mentale. Hein? Ces deux outils, on a MindMaster et puis on a MindMaps. Vous pouvez utiliser pour créer une carte mentale. Je ne sais pas sur ce que vous travaillez, si vous travaillez sur intelligence artificielle. Déjà, vous cliquez. Hein? Quand vous arrivez sur ce lien, vous cliquez, il faut que vous vous connectez pour avoir accès. D'accord? Donc, vous allez vous connecter directement. Moi, j'ai fait ça directement ici à partir de mon Gmail. Et je continue, hein, je m'enregistre, il faut que vous vous enregistrez. Et puis là, une fois que je termine l'enregistrement, je peux continuer à travailler.
D'accord? Apparemment, il y a quelque chose que je dois cocher. Je coche et puis je fais continuer. S'il y a d'autres choses, j'accepte. Les conditions, c'est bon. Et puis, je fais continuer. Et c'est déjà prêt. Et puis, bon, il faut que j'aille dans ma boîte mail pour vérifier et puis commencer à travailler sans problème. OK? Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Hop, je vais juste enlever le A. Puis, comme ça, on peut déjà commencer à travailler. D'accord? Voilà, c'est ça. Et puis, bon, je me connecte. Comme je n'ai pas encore validé, il faut valider. C'est à cause de ça. Là, vous devez valider dans votre boîte mail. Comme je n'ai pas accès à ma boîte mail, est-ce que je peux accéder? Attendez, je n'ai pas accès. Je vais mettre Gmail. Gmail. Hop, là. Je vais me connecter à ma boîte mail. C'est connecté. Voilà. Après, une fois que j'arrive, c'est ça, ici, il faut activer. C'est normal, il faut l'activer. Une fois que vous activez et vous pouvez commencer à travailler sur dans votre espace. Bon, là encore, vous pouvez créer une équipe, hein, soit vous dites c'est pour le monde académique, hein, éducation. Voilà, et vous cherchez votre niveau. Puis votre organisation, vous ajoutez votre organisation. Là, je vais ajouter ISMA. Si je veux, ISMA, hein, moi, je n'arrive pas à consigner. Merci pour voilà. Et puis, vous avez votre nom d'équipe, etc. Je peux même inviter des gens à me rejoindre pour l'instant. D'accord? Je peux même inviter des gens à me rejoindre. Je mets seulement pour moi. C'est bon. Autre chose, hein, je fais ça en même temps avec vous. Je suis l'administrateur et puis, bon, je gère des projets, je fais ça rapidement parce que le but, ce n'est pas passer du temps à créer, à créer. Ça permet de voir quel est pourquoi vous créez, quelle est votre finalité. Là, en lançant seulement, on a des modèles à utiliser. Pourquoi on fait ce travail? Ça permet de comment générer une carte mentale à partir de votre travail. Carte mentale à partir de votre travail. Même pour les concepts. On peut utiliser un modèle. Bon, je vais utiliser ce modèle-là. Vous voyez ici. Ici, on va mettre le sujet. Par exemple, je mets IA, intelligence artificielle, puis agricole, agriculture, si je veux. Et puis là, je peux ajouter des modèles dans l'agriculture. Qu'est-ce que j'ai? Je peux avoir arrosage, hein, et puis après arrosage, la récolte, bon, on appelle le vendange, et puis il peut y avoir la vente, hein, il peut y avoir la distribution, etc., etc. D'accord? C'est ce modèle-là que j'utilise. Ça permet d'avoir une prise au moins. Alors, pourquoi on fait cette carte mentale? Ça vous aide déjà à établir votre plan. Votre plan pour avoir votre sujet, qu'est-ce que vous allez aborder? D'accord? Ça vous donne une idée. Et en même temps, oui, en même temps, vous pouvez déplacer attendez, hop, pour cette carte mentale, par exemple, dans arrosage, vous pouvez ajouter autre chose. Pour arrosage, vous pouvez ajouter le calendrier d'arrosage, si je veux. Et puis, toujours, je peux ajouter autre chose aussi, si je veux. D'accord? Voilà, voilà. Ça, c'est l'exemple. L'exemple, hein, bon, comme je n'ai pas besoin, je peux tout supprimer. C'est ça qui est important pour nous. Avec cet outil, on peut tout supprimer. On a les outils, la barre d'outils qui nous permet de faire pas mal de choses. Vous voyez, ici, hop, ajouter une connexion, ajouter un commentaire, et puis bon,
etc., etc. Ça, c'est la première proposition. On va voir la deuxième proposition, MyMap. Là encore, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit ça, c'est l'idée centrale. L'idée centrale, qu'est-ce qu'on va parler? Je mets IA, pareil, hein, IA, et puis je peux ajouter. Ajouter, vous voyez, vous cliquez sur Add, vous pouvez ajouter. Je mets agriculture, culture, pareil. Et puis, si je vais ajouter sur l'agriculture, bien sûr, IA, je sélectionne IA. J'ajoute une autre chose. On peut ajouter agriculture, on peut ajouter transport, si on veut. Transport, si on veut. Par exemple, dans l'agriculture, j'aimerais ajouter quelque chose. Je clique dessus, je sélectionne, j'ajoute agriculture locale. Locale, transport, pareil, je clique dessus, je fais add et je peux ajouter pour les transports. Bus, pareil, je reviens toujours sur transport, je clique, je fais ajouter. Pour bus, il y a train, etc. etc. Et ça c'est l'idée directrice. Ça, on va considérer ça comme votre problématique ici. Et votre problématique, quand on a des chapitres pour la littérature, etc. Et puis des sous-chapitres. Dans chaque chapitre, il y a des sections et sous-sections. Vous faites ce même travail avec la deuxième partie, pareil. Étude empirique, il va y avoir l'approche méthodologique, l'échantillonnage, etc., etc. Bon, voilà, cet outil-là, c'est excellent. Ça permet d'avoir une carte mentale, que cette carte mentale, vous pouvez mettre en annexe de votre travail. Et voilà, ça c'est ça qui est important. Et autre chose, vous pouvez déplacer si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez déplacer comme vous voulez. Vous voyez? C'est les rapprocher, d'avoir une carte mentale qui sort de l'ordinaire. D'accord? Qui sort de l'ordinaire et puis qui se tient bien. D'accord? C'est ce travail-là, je vous demande de faire et puis vous pouvez delete, enlever, supprimer, couper, etc., etc. Après, vous faites une capture d'écran, vous mettez en annexe de votre travail. Ça, c'est la première chose. Je voulais vous parler d'une autre chose aussi importante, c'est comment utiliser l'IA dans le cadre de votre travail. L'intelligence artificielle. Bon, je sais que les étudiants utilisent beaucoup plus l'intelligence artificielle, parfois à outrance. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. On va voir et comment on peut l'utiliser de manière raisonnée. D'accord? On va utiliser de manière raisonnée. Là, on a l'IA qu'on va utiliser, c'est ChatGPT. ChatGPT, on va utiliser ChatGPT. Alors là, ça va vous aider déjà de faire ce premier travail sur votre mémoire. On va essayer d'agrandir un peu. Oui, on va essayer d'agrandir. Là, hop, pour qu'on puisse voir tout ce qu'on fait. Seulement ici. Hop. OK, voilà. ChatGPT. OK. Alors, comment utiliser ChatGPT dans le cadre de votre thèse doctorale? Bon, parfois, les gens utilisent de manière à outrance ChatGPT. Je compte à vous faire pendant 3 séances, vous rappeler comment utiliser ChatGPT. Alors, je travaille sur le sujet. Bon, supposons que j'aimerais travailler sur le recyclage en France. Alors, est-ce que je l'ai là? Je l'ai. Attendez. Voilà. Le recyclage en France. Le recyclage en France. Je travaille sur ce sujet-là. Le recyclage en France. Il faut que je corrige ces fausses. Qu'est-ce que je demandais à ChatGPT? Je dis, bonjour, ChatGPT, pourriez-vous me donner 10 références
slash article, référence article, slash ouvrage sur les ouvrages récents sur les recyclages en France. D'accord? Voilà. Là, vous demandez des articles. Vous ne demandez pas qu'il pompe à vous. Je demande un nombre de 10 qu'il pompe à vous. Et alors, après, il y a quelque chose que je ne vois pas. Je ne vois même pas. D'accord. Hop, voilà. Recyclage en France. D'accord. Et puis, hop, je n'ai rien trouvé. Bon, je ne vais pas dire bonjour. Je vais recommencer. J'ai dit, pourriez-vous me donner 10 références articles sur les recyclages en France? Récents sur les recyclages en France. Voilà. Bon. Comme ça, on change. Hein. Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Autoriser uniquement les sites auxquels vous faites confiance. Bon, là, il y a un bug. Hein. Il y a un bug sur ChatGPT. Bon, j'arrive pas à le trouver. Alors, bon. Alors, je vais demander à nouveau, pourriez-vous me donner 10 articles? On va dire articles tout court. Des articles. Il a dit des articles. Il ne faut jamais demander la définition. D'accord? Vous demandez des articles. Comme ça, les chats GPT vous donnent des articles. Bon, ça n'a pas marché. Apparemment, il y a un bug. Bon, je vais aller plus direct. Donne-moi des références sur le recyclage. Bon, là, il y a un problème, mais ce que je viens de vous montrer, et c'est comme ça qu'il faut procéder. Ça permet au moins de rédiger une revue de littérature sans vous faire taxer de plagiat. Bon, là, il y a un problème, vous suivez mon modèle et puis j'imagine que vous aurez des réponses. D'accord? Alors, autre chose qu'il faut voir, je vais voir avec vous, déjà, c'est comment vous pouvez utiliser la méthode ethnographique. La méthode, ce n'est pas ethnographique, c'est la méthode ethnographique. La méthode ethnographique. Cette méthode qu'on a déjà parlé, la méthode ethnographique, hein, ça permet de contourner les contraintes d'accès aux données. Surtout quand on n'a pas accès aux données, on travaille sur un sujet récent, parfois on a du mal hein, à trouver des données. Ça permet de contourner la méthode euh, les contraintes d'accès aux données et ça permet de faire la veille documentaire à partir des données virtuelles. Les données virtuelles aussi réaliser un travail de veille documentaire sur les réseaux sociaux. L'ethnographie, c'est la méthode qui permet de collecter des données à partir de l'Internet. Internet, principalement les réseaux sociaux et également mailing aussi sur les sites Internet. Quand je dis réseaux sociaux, ce n'est pas réseaux sociaux conversationnels d'échange, d'amusement. Il y a aussi des réseaux sociaux qui permettent des discussions instantanées. Par exemple, les forums de discussion aussi. Vous pouvez collecter autant de données. Là, je vous donne quelques exemples comme YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, etc. Facebook que vous pouvez utiliser. Par exemple, pour un sujet comme recyclage et la consommation de seconde main en France, on peut aller sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier comme le premier réseau social que les gens utilisent beaucoup dans le monde, hein, on a le YouTube. YouTube, c'est un grand réseau social. Sur YouTube, sur le site de YouTube, hop, on va dessus et on va chercher ce qui les informations sur le recyclage
en France, le recyclage en France. Je mets recyclage en France, hop, recyclage en France. Bon, là, vous voyez, il y a autant d'articles qui en parlent. On a pas mal d'articles. Ça nous donne une idée. D'accord? Donc, par exemple, pour l'étudiant qui travaille sur restauration. Restauration et technologie. Non, parce qu'il faut préciser alimentaire parce que restauration, ça peut être réparation de matériel. Voilà, c'est ça. Et puis, hygiène, on voit tout. Coût de cuisine, avant lancement, et puis sous vide, etc., etc. Bon, c'est mettre appli mobile. Les applis mobiles, voilà, pareil, hein, cuisine, etc., etc. Vous voyez tout. Il y a des informations. Ça, c'est juste pour vous montrer que les réseaux sociaux sont considérés comme les outils de veille documentaire. Ce sont des outils, ce sont des moteurs de recherche. D'accord? Et puis, on va mettre TikTok. TikTok, hein, TikTok, et ça va faire du bruit. On va sur TikTok. Ce qui nous intéresse, c'est, on va mettre recyclage, par exemple, sur TikTok. Parce que ça peut arriver des gens qui utilisent TikTok euh, bon, je laisse définir par défaut. Hop, comment chercher, bon, c'est pas tellement. Hop, et puis on va chercher recyclage. On va trouver tout et n'importe quoi. Parfois, il y a des gens qui sont un peu perdus. Voilà, recyclage. Exemple, vous voyez, on a des exemples. Transformer, vous voyez, transformer les pneus en usagers, en meubles de tendance. Vous voyez, c'est ça. D'accord? Vous voyez? TikTok. TikTok, hein, TikTok, TikTok. On ne peut pas tout voir, mais c'est juste pour vous donner une idée. Recyclage. Et puis, on va mettre consommation seconde main. D'accord? Hop. Là encore, peut-être on va trouver une vidéo qui en parle. Bon, là, elle montre les mains. Bref. Bref, ça, vous comprenez. La seconde main. Les personnes qui en parlent montrent leurs mains. Bon, ça, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça, cet exemple-là, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, là, il faut disposer, il faut avoir un compte en emprisonnement. Oui, ça, c'est important déjà. Ça, la seconde main, déjà, ça, c'est important. Les gens qui revendent les produits qu'ils ont chez eux et puis ça passe très bien. Vous voyez, euh, vous avez ces exemples. Je vous laisse les découvrir. Ces réseaux. Pareil sur LinkedIn, vous allez trouver sur LinkedIn aussi, hein. Après LinkedIn, vous pouvez trouver sur Instagram des photos qui en parlent. Et ça aussi. Vous faites ce travail. C'est un début, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer la prochaine séance. Bon, c'est l'heure et on va s'arrêter. Et puis, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, hein, peut-être, c'est à voir avec l'administration. Je vous souhaite bonne soirée et puis à bientôt. N'hésitez pas à m'écrire. Et bon, vous n'êtes pas nombreux. Je vais vous donner mon numéro de téléphone par mail. Je vais vous enverrai mon numéro de téléphone par mail. Comme ça, n'hésitez pas à me contacter. Chaque fois que vous avez un problème, vous m'envoyez un message. D'accord? Si vous n'arrivez pas à vous connecter, pareil, hein, vous m'envoyez un message. Si vous avez du retard pour les cours en présentiel, vous m'envoyez un message. D'accord? On s'est dit à bientôt et puis n'hésitez pas à revenir auprès de moi si vous avez des questions. Et puis, je suis toujours disponible pour vous écouter parce que c'est important dans le cadre de votre travail et puis pas que. Puis nous sommes là pour avancer ensemble et puis aller plus loin dans
dans ce qu'on est en train de faire. Et n'oubliez pas également, je vous ai dit qu'il y aura plusieurs soutenances cette année. Il faut que vous soyez avec nous, soyez disponibles, et puis ce qui vous permet déjà de voir comment ça se passe, participer avec nous, même pour suivre, sans parler, vous suivez, et puis ça ira bien. Merci, à bientôt.